Bonsoir et bienvenue dans ce 18h. Nous sommes le samedi 23 mai. On commence ce journal à Ixelles. La commune s'inquiète des commerces vides sur son territoire. Elle décide de relever le montant de certaines taxes sur les vitrines vides. Est-ce la bonne méthode alors que les galeries Louise et Toison d'Or sont en difficulté? Eh bien, nous sommes allés sur place pour nous faire un avis. Passage Rivoli, Rotonde Concorde ou encore Passage Vendôme, des noms qui font rêver et pourtant, dans la galerie Louise, c'est plutôt la morosité et la désolation qui dominent. Ici, presque tous les espaces commerciaux sont vides, un naufrage entamé il y a bientôt 10 ans. Réponse de la commune, une taxe pour chaque année sans occupation, les propriétaires vont payer de plus en plus cher. Les galeries vides dégradent tout le quartier commercial environnant. Donc on veut vraiment responsabiliser les propriétaires pour qu'ils aient une gestion dynamique de leur propriété. On veut qu'ils trouvent des locataires et on veut que le quartier redevienne ce qu'il était à une certaine époque. Une époque que Richard a bien connue, ancien habitué des galeries, il regrette la situation. Je pense que c'est vraiment désolant parce que c'était, je pense, prévisible aussi bien par les personnes que par les instances publiques, certainement, puisqu'on l'a vu petit à petit. Fait important, plus de la moitié des espaces visés appartiennent à un seul groupe dans la tourmente en ce moment. Contacté, l'un des plus petits propriétaires se dit victime du conflit entre le groupe et la commune et dénonce un manque de dialogue. Parmi ceux qui occupent encore des espaces, il y a Noureddine. Il a installé son atelier ici il y a 1 an et demi et espère des jours meilleurs. Maintenant que tout le monde est parti, je fais le nécessaire en allant récolter de travail à l'extérieur et garder cet endroit pour pouvoir dire qu'un jour ou l'autre, la galerie se repartira, de toute façon. Le sort du grand propriétaire sera bientôt fixé, une procédure est en cours, les taxes, elles, sont déjà d'application, à voir si ces deux facteurs auront une vraie influence sur le marasme des galeries. En bref politique, Lotfi Mostefa demande à être entendu au Parlement bruxellois. Cette semaine, l'élu socialiste d'Anderlecht a été pointé du doigt par un reportage de la télévision flamande accusé de clientélisme et de récupération politique dans l'attribution de logements sociaux. Lotfi Mostefa s'en défend. Il indique par communiqué être prêt, je cite, à apporter aux députés des réponses claires. Et il faut dire que ces accusations ont fait réagir dans le monde politique en fin de semaine. Certains partis réclament une véritable commission d'enquête parlementaire, comme lors de l'affaire du SAMU social. Ce midi, la question était posée dans le débrief avec 2 anciens députés, aujourd'hui présidents de CPAS. Petit extrait. Est-ce que vous qui avez été parlementaire, vous auriez confiance en une enquête de députés là-dessus? Non, parce qu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Moi, je dis, laissons faire la justice. Okay. Pour moi, c'est la priorité. Madame de la Vallée, ça vaut une enquête, commission d'enquête spéciale ou parlementaire, le foyer de rectoire? Le Parlement reste le lieu du débat public avec des représentants directement de la diversité de notre population. Et donc, la justice, elle a un rôle éminemment important dans notre société, elle doit faire son travail de façon tout à fait impartiale. Mais pouvoir porter politiquement les enjeux qui touchent les droits et les avantages ou les désavantages de nos concitoyens, le Parlement reste un lieu utile dans lequel les élus peuvent s'impliquer et exiger d'avoir des réponses et d'aller au bout des choses. Et Le débrief avec Ahmed El Kanous et Séverine Delavelay, c'est une émission à revoir intégralement sur bx1.be. Parlons nature et flore urbaine. Connaît-on suffisamment toutes ces plantes qui poussent parfois juste à côté de chez nous? Aujourd'hui, une opération découverte était organisée. Quelques personnes équipées de leur téléphone et d'applications ont participé à un véritable recensement. Romain Van de Neuvel les a accompagnés. Il faut faire preuve de patience et d'observation. Objectif, débusquer toutes les richesses que la nature peut nous offrir. Là, je suis en train d'identifier des plantes dans le cadre de ce qu'on appelle un BioBlitz, donc un projet à un moment donné d'identifier le maximum de plantes ou d'animaux. Bon, ici, c'est spécifiquement des plantes, mais sur un territoire donné, quoi, pour faire une sorte d'inventaire de la biodiversité. Ce territoire, c'est le parc du Skutbos à Molenbeek. Pour identifier les plantes correctement, ces botanistes en herbe s'aident d'une application sur leur téléphone. On prend des photos des plantes, jusqu'à une identification quasiment certaine à 90%. Le plus évident au départ, c'est de prendre une photo d'une fleur. Il n'est pas sûr, il est sûr qu'il y a 86% de l'espèce.
et il n'a pas la plante exacte. Et donc là, on peut ajouter des photos. Et voilà, là, je suis à plus de 90%, donc l'identification est certaine. En tout, 4 photos peuvent donner une estimation quasi certaine. Pour identifier une plante, il ne faut négliger aucun détail. Une fois qu'on a ça, on encode l'observation et elle est directement envoyée au site internet observation.be. Et donc ici, on pourra voir en fin de journée, dans notre événement le BioBlitz, dans le polygone, le SCUD-BOSS, donc un polygone c'est juste une délimitation de l'espace, on pourra voir l'ensemble des données qui ont été encodées au SCUD-BOSS directement grâce aux applications qui sont reliées au site internet. Cette journée s'adresse plutôt aux novices et aux amateurs, puis des botanistes professionnels prendront le relais. Les données serviront de base pour la rédaction du Florabru, le nouvel atlas floristique de la région bruxelloise, un travail en cours depuis 2024. Quelles espèces se trouvent sur le territoire bruxellois et comment elles se distribuent. Est-ce qu'elles sont réparties sur toute la région ou seulement dans certaines zones et aussi voir comment cette distribution évolue au fil du temps, puisque maintenant ça fait une petite centaine d'années qu'on fait ce type d'études, ce type d'atlas. Le recensement prendra fin au mois de septembre, avant la phase d'analyse des données récoltées. Maintenant, partons au botanique pour les traditionnelles nuits du Bota. Simon Brem, au programme de ce festival musical, eh bien, des concerts, mais surtout, une fois encore, de la diversité et de la découverte. Oui, une diversité de genres, avec plusieurs styles musicaux différents. Il y a eu un festival dans le festival dédié au rock metal, une soirée rap, il y a une soirée également par rapport à la chanson française. Et puis des découvertes, ça reste bien sûr le pari des Nuits Bota, qui sont quand même déjà à leur 33e édition. On a ici des noms importants, mais aussi beaucoup de plus petits groupes, beaucoup de découvertes que l'on peut faire ici chaque année. Quelque chose de nouveau quand même depuis l'année dernière, c'est la configuration du festival. On n'est plus sur un ticket pour un lieu, on est sur un ticket pour 3 lieux différents. Et ça, on va en parler tout de suite avec la direction du Botanique. Bonsoir Frédéric Maréchal. Vous avez voulu rempiler avec ce nouveau concept qui a commencé l'année passée. Pourquoi avoir voulu continuer tout simplement ? Tout simplement, premièrement, il y avait une demande à la fois du public et des équipes du Botanique. Et on voulait créer vraiment un concept qui soit plus dans le move, dans le modèle de ce qu'est un festival, c'est-à-dire une thématique de programmation par journée ou par soirée et un ticket unique et avec les spectateurs qui peuvent avoir accès à tous les concerts. En termes de programmation, est-ce que vous diriez qu'on va voir ici les grands succès de demain ? Ça a été le cas avec certains noms par le passé. C'est aussi l'objectif de montrer les talents demain que vous avez repérés ? Probablement, disons, c'est un petit peu la raison d'être du Botanique. En 2025, il y a plus de 1000 groupes qui se sont produits au Botanique. Et dans ces groupes-là, la plupart étaient des groupes nouveaux, émergents. Le rôle du Botanique, c'est de proposer les nouveaux sons, les nouvelles scènes, les nouveaux artistes. Et fatalement, là-dedans, il y en a qui explosent par après. On a eu Théodora l'année passée. On a Angine de Poitrine cette année-ci, mais qui explose au moment où on les programme. On a Ino Casablanca, qui avait déjà été programmé dans le passé, qui maintenant est devenu grand aussi. Oui, c'est un peu la volonté, mais surtout le rôle du Botin. Merci à vous, monsieur Maréchal, d'avoir été avec nous en direct. Voilà, Michel, donc ce soir, c'est une soirée plutôt par rapport au rock alternatif, mais c'est complet. Jeudi, monsieur Maréchal en a parlé, c'est Angine de Poitrine et c'est complètement complet aussi. Mais les autres jours, il reste encore des places avec des noms assez intéressants comme Solane ou encore Iliona vendredi prochain. Merci Simon Brem depuis le Botanique pour les nuits du Bota. Et maintenant, intéressons-nous à une collecte de fonds au profit d'une association argentine. Elle s'est tenue au Bois de la Cambre ce samedi. Au-delà de la cause sociale, c'est aussi l'occasion pour la communauté argentine de Bruxelles de faire connaître ses traditions, notamment gastronomiques. Et cela à 2 jours de sa fête nationale. L'Argentine s'invite au Bois de la Cambre, au programme animation, musique et découverte de spécialités locales. Une occasion pour ces Argentins de Bruxelles de se retrouver. Je suis argentin, je suis venu ici il y a plus ou moins 20-25 ans. J'habite à Forêt, à Bruxelles. C'est une magnifique idée d'être ici, entouré de très bons amis. Il fait magnifique aujourd'hui. On a des produits typiques comme des empanadas, choripanes, alfajores qu'on peut manger. Et donc c'est super, on est super content d'être là. Une dizaine de stands proposent de la gastronomie argentine. Entre empanadas et dulce de leche, il y en a pour tous les goûts. L'argent récolté sera reversé à la Fondation Emmanuel qui aide des familles en Argentine. Je propose des petits gâteaux typiques argentines qui s'appellent alfajores, des biscuits garnis de dulce de leche qui est le caramel argentin.
Tout est fait maison, donc avec moins de sucre. Et en Argentine, on en mange 6 millions par jour. Donc c'est vraiment la gourmandise typique. L'idée de faire mon produit, c'était d'amener un peu de douceur et bonheur. Et si je peux contribuer un peu de douceur et bonheur dans le monde, pourquoi pas? La Fondation Emmanuel a été créée en Argentine dans les années 70 par un couple d'Argentins. 20 ans plus tard, des amis belges décident de leur venir en aide moralement et financièrement. La SBL Emmanuel Argentine voit donc le jour. En fait, notre association travaille pour soutenir l'association Fondation Emmanuel en Argentine, que le but c'est que tous les enfants puissent grandir en famille et que tous les parents puissent faire grandir ces enfants. Parce que parfois on n'a pas la possibilité même de donner à manger à ces enfants, ou même de savoir comment on le fait. Cet événement poursuit donc un double objectif, récolter des fonds pour soutenir les projets de l'association et faire découvrir aux Bruxellois les traditions argentines à 2 jours de la fête nationale du pays. Voilà, la communauté argentine de Bruxelles qui s'est donné rendez-vous au Bois de la Cambre, donc pour faire connaître un petit peu ses traditions, notamment culinaires. Avis à celles d'entre vous qui aiment la course à pied. Pas toujours évident de chausser ses baskets quand on est une femme seule et qu'on risque le harcèlement ou les agressions. À Bruxelles, un groupe de plusieurs joggeuses 100% féminins propose désormais des courses en groupe. Ces femmes veulent aussi cartographier les endroits où elles peuvent ou non courir tranquillement. C'est une météo magnifique, idéale pour un jogging. Cornelia et Sibylla se retrouvent pour courir ensemble. Elles font partie d'un club de course 100% féminin. C'est de se faire des copines, de savoir qu'on est entouré de filles et de femmes qui nous comprennent et qui comprennent aussi les difficultés de courir seule. Courir ensemble pour éviter de courir seule, car toutes ici ont déjà eu de mauvaises expériences en courant toute seule. J'ai vu un homme en face de moi et quand elle m'a vu courir, elle a commencé à courir aussi. Et quand elle est passée à côté de moi, elle m'a bousculée et j'ai eu un peu une attaque d'intensité, de panique. Un groupe de 3 mecs qui m'ont harcelé verbalement. Je ne voulais pas courir après ça ou pas courir tout seul. Pour cette raison, le Brussels Girls Run Club a été créé il y a 2 ans. Depuis, il compte plus de 800 membres. Celles qui le souhaitent se retrouvent via leur groupe WhatsApp. Maintenant, on se retrouve 3 fois à semaine, je pense. Donc, on fait des courses différentes, mais toujours en groupe. Ouais. Ce que cette joggeuse dénonce, c'est que certains endroits sont particulièrement insécurisants. Le parc de forêt, par exemple, agréable en journée, est évité le soir. Autour de nous, il n'y a pas du tout d'éclairage ou de lampadaires. Donc en particulier l'hiver, le soir, même les journées sont très courtes et du coup, on préfère en fait contourner le parc plutôt que de le traverser quand il fait sombre parce qu'on ne se sent pas du tout en sécurité. En collaboration avec la SBL Runnerway, elle lance une enquête auprès des Bruxelloises pour déterminer où elles se sentent en sécurité ou non pour courir. Objectif, en faire une carte interactive. Une fois qu'on a ces données, on va vraiment pouvoir démontrer, on espère, au gouvernement, aux communautés, où sont les endroits les plus difficiles et qu'est-ce qu'on peut faire exactement, quels sont les problèmes exacts. L'enquête est à retrouver sur leur compte Instagram, où elle convie aussi toutes les Bruxelloises à venir courir avec elle. Et c'est la fin de ce journal. L'information qui continue sur notre application et notre site internet bx1.be. Merci de nous avoir choisis et à demain, 18h.